Moi j'aime le drapeau français, mais j'aime aussi d'autres drapeaux. J'incrimine pas les policiers, j'incrimine la politique qui est menée de maintien de l'ordre. C'est pas une solution magique le nucléaire. Oui, on a accueilli un bateau, mais on a fait mourir combien de personnes dans la Méditerranée? On doit diminuer nos déchets, on doit diminuer là. Il faut passer à la semaine de 4 jours. Oui, absolument, tout à fait, maintenant c'est urgent. Il y a trop de milliardaires en France. Tout à fait, oui, c'est urgent aussi. Il faut prôner le droit à la paresse. Oui. Il y a trop de taxes en France. Non. Il faut abolir la corrida. Oui. Il faut autoriser les femmes trans à faire du sport avec les femmes cis. Oui. Les actions radicales sont nécessaires pour l'écologie. Absolument. Il faut encourager la natalité en Europe. Non. Il faut arrêter de prendre l'avion. Oui. Medine avait sa place aux journées des écologistes. Il avait sa place dans le débat. Le train coûte trop cher en Europe. Oui. Giorgia Meloni est fasciste. Oui. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Déjà, je vais vous laisser 1 minute pour vous présenter. Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, écologiste, radicale, écoféministe. Justement, vous vous décrivez comme écoféministe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? L'écoféminisme, c'est de penser toutes les oppressions et surtout de les penser comme liées les unes avec les autres. Et à partir du moment où on prend, on utilise, on jette, eh bien, cette utilisation de l'autre à notre profit, c'est valable pour des humains comme pour la planète. Et donc c'est un courant qui est anti-raciste, féministe, écologiste évidemment, et contre toutes les oppressions. On a vu qu'il y a beaucoup, que la droite radicale monte beaucoup au pouvoir dans plusieurs pays, donc notamment l'Italie, la Hongrie. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense qu'on est dans un moment de bascule de civilisation. Là, moi, je vois pas comment on continue notre modèle de développement avec la crise climatique qui s'annonce. Et donc, dans ces moments d'incertitude, dans ces moments de bascule, eh bien, le fascisme appelle une histoire et renvoie à une histoire rassurante en fait de quelque chose qu'on maîtrise, de quelque chose qu'on sait, qui est national, on a des ennemis faciles, etc. Et donc ça me semble assez évident que c'est aussi une angoisse de la période qui génère ce fascisme. Maintenant, moi je ne suis pas pour exonérer les personnes qui sont complaisantes avec ce fascisme parce que l'ennemi n'est jamais l'autre. L'ennemi, pour moi, c'est l'accumulation, c'est la prédation, c'est le fait de faire du mal, c'est le fait de gagner de l'argent au détriment des autres, c'est le fait de ne pas regarder et de ne pas vouloir prendre soin. Donc voilà, c'est cette extrême droite qui monte partout est très inquiétante, mais elle est le signe de notre civilisation et d'un moment de notre civilisation. Vous parlez de ce qui se passe en Europe, de la période que vous avez mentionnée. Est-ce qu'elle n'est pas aussi liée justement à l'Union européenne ? Beaucoup la trouvent trop libérale et que ce libéralisme justement, c'est la cause de beaucoup de la pauvreté qu'on voit aujourd'hui qui s'accumule chez plusieurs personnes. Alors le libéralisme génère le fascisme. C'est-à-dire qu'en fait, le libéralisme, parce qu'il met l'argent au-dessus de tout, génère des recherches de valeurs, en fait, pour le dire de manière un peu simple. Et dans les valeurs, il y a la valeur nationale, l'identité, etc. Mais ça, ce sont des fausses valeurs, en fait. Et pourquoi ? Parce que le libéralisme a cassé toutes les solidarités sociales et a cassé tous les systèmes de protection qu'on a. Et donc derrière, il ne nous reste plus quelque part que le drapeau. Il y a un auteur qui analyse ça magistralement qui s'appelle Karl Polanyi. Et donc oui, le fascisme, c'est aussi l'aboutissement d'une politique trop libérale. Et oui, l'Europe a joué un rôle là-dedans parce qu'elle a favorisé le libéralisme au détriment d'une protection sociale et au détriment d'un progrès social. Le progrès n'a été perçu que comme un progrès économique. Et on a estimé pendant très longtemps que parce qu'on s'enrichissait, alors on était plus heureux et que finalement il n'y avait pas d'autre but à atteindre que celui-ci. Et ça, c'est une erreur. Et aujourd'hui, on arrive au bout de ça parce qu'on ne peut pas s'enrichir éternellement et que par ailleurs, l'enrichissement n'est pas un but en soi. Il faut qu'on soit heureux, il faut qu'on soit bien, il faut qu'on soit en bonne santé, il faut qu'on soit solidaire, mais qu'on prenne soin de la planète, qu'on vive dans des conditions correctes, mais finalement l'enrichissement en tant qu'enrichissement, en tant que but en soi, ne peut pas tout remplacer. Et ça, la montée du fascisme, c'est aussi la contrepartie d'un libéralisme excessif. On parlait justement donc de l'Italie avec Giorgia Meloni au pouvoir. L'année dernière, ou en octobre 2022, elle avait justement refusé d'accueillir le bateau de Shannon Viking, et c'est la France qui au final l'avait accueilli. Est-ce que vous pensez que c'était la bonne décision ?
On a mis longtemps à l'accueillir, on aurait dû l'accueillir tout de suite. Mais la France l'a accueilli, bon là c'était bien, mais on participe de cette politique qui consiste à criminaliser les associations qui sauvent des personnes en Méditerranée, et on participe de cette politique qui consiste à ce que des gens meurent en Méditerranée. Et la politique d'immigration de l'Europe doit pouvoir être complètement revue à l'aune de critères qui soient des critères humains et des critères aussi de respect, y compris du rôle économique que peuvent jouer les uns ou les autres, et notamment les immigrés, mais aussi des rôles humains. Et en fait, là, on est passé dans une politique qui est uniquement sécuritaire, où on perçoit l'autre comme un ennemi qui viendrait nous menacer dans notre système social, dans notre économie, dans notre identité. Et ça, oui, on a accueilli un bateau, mais on a fait mourir combien de personnes dans la Méditerranée? Et ça, c'est scandaleux. L'Europe doit accueillir davantage de personnes, il n'y a pas de doute là-dessus. Non seulement l'Europe doit accueillir davantage de personnes, mais elle doit mieux les accueillir. Et par ailleurs, on a aussi quelque chose à travailler de l'ordre de notre rapport aux pays d'émigration, c'est-à-dire des pays d'origine, parce qu'en fait, on se sert beaucoup de ces pays quand on a besoin de ressources. Et je pense par exemple à des projets comme ICOP de Total, où on va chercher du pétrole en Tanzanie, en Ouganda. Et après, on utilise les ressources et on laisse les gens sans terre, sans ressources, dans des sols pollués, dans des situations de corruption aussi qui peuvent être importantes. Et ça, après, on s'en lave les mains. C'est-à-dire qu'on a pris les ressources et on s'en lave les mains. Ça, c'est pas possible, en fait. Total, non, irresponsable, Total. ICOP, c'est surtout une nouvelle bombe climatique qui ne doit pas voir le jour. Donc, c'est toute une politique d'immigration à revoir. Et par ailleurs, moi, je pense que c'est pas moi qui pense, c'est toutes les recherches montrent que plus on ferme les frontières, plus en fait les gens sont prisonniers de ces frontières, c'est-à-dire que quand ils arrivent à passer au péril de leur vie souvent, eh bien ils restent après, alors que tout montre que quand on ouvre les frontières, eh bien les gens font des allers-retours et qu'en fait il y a quelque chose de beaucoup plus fluide qui s'organise. Donc là, le réchauffement climatique va déstabiliser bien des pays et on ne gérera pas ça en mettant des barbelés, ça n'existe pas. Donc en parlant un petit peu sur la politique européenne, est-ce que vous pensez que l'Union européenne est assez écologiste? Par exemple, le Fit for 55, donc l'objectif de réduction de 55% des émissions carbone d'ici 2035 est atteignable ou est suffisant, ou alors est-ce qu'il faudrait faire plus? Alors déjà, l'Europe est plus écologiste que la France. Et donc ça, c'est une locomotive en matière d'écologie. Après, je trouve qu'elle est imparfaitement écologiste. C'est-à-dire que oui, les objectifs qu'elle se fixe sont plutôt bons, mais deux, elle ne donne pas forcément les moyens pour les obtenir. Et trois, elle n'intègre pas dans sa réflexion les rapports sociaux ou de manière marginale, et ça, c'est pas possible. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait parfois désobéir aux traités européens pour accomplir justement certaines politiques? Mais on désobéit déjà sur le déficit budgétaire, sur le stock de dette. Je rappelle que les traités européens nous imposeraient par exemple de ne pas dépasser les 60% du PIB en stock de dette. Or, on est à 100% et au-delà de 100%. Donc en fait, on a déjà désobéi aux traités. Et cette notion de désobéissance aux traités, pour moi, elle est complètement dépassée aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les traités ne sont pas appliqués. Donc on a une nécessité de revoir les traités, et c'est l'occasion de les revoir sur une base sociale. C'est un 10, mais il ne veut pas se laisser déconstruire. Bah, deux. C'est un 10, mais il fait souvent des barbecues avec ses copains. Il m'envoie une photo ou pas après? Moi, les 5. C'est un 10, mais il adore le drapeau français. On a le droit d'aimer le drapeau français. Faut pas aimer que le drapeau français, faut aimer tous les drapeaux, mais le drapeau français, elle est 9. C'est un 10, mais il est milliardaire. Est-ce qu'il paye des impôts en France? Bah, ça dépendra. C'est un 10, mais il est paresseux. Il reste à 10. Sauf s'il fait faire le travail par sa compagne. Ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien du tout ça. C'est un 10, mais il veut partir à la retraite à 55 ans. Ben, il reste à 10, très bien. C'est un 10, mais il a voté Zemmour. Non, 1. C'est un 10, mais il regarde CNews. 7. C'est un 10, mais il est pro-Poutine. 3. C'est un 10, mais il a déjà voté pour le Rassemblement national, comme 42% des Français dans leur vie. 4. Tu as fait une erreur. Maintenant, d'un point de vue un petit peu plus société européenne, on parlait tout à l'heure du drapeau français, qui est parfois un petit peu diabolisé. Dans d'autres pays, les citoyens sont bien plus fiers de leur drapeau. Est-ce que vous pensez que le drapeau français est trop politisé?
Le drapeau français a été accaparé par un camp politique, oui, c'est pour ça qu'il faut aimer ce drapeau français, mais pas l'aimer et n'en aimer aucun autre en fait. Et c'est ça le sujet en France, c'est que si on vous demande d'aimer le drapeau français, mais en fait quand on vous demande d'aimer ce drapeau, on vous demande surtout de n'en aimer aucun autre. Et moi j'aime le drapeau français, mais j'aime aussi d'autres drapeaux. Donc le 15 octobre prochain, il va y avoir les élections législatives en Pologne. Pour rappel, c'est un des pays où l'avortement est le plus restreint. Les femmes ne peuvent avorter que en cas de danger pour leur vie, en cas de viol ou en cas d'inceste. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait y avoir de nouvelles réglementations sur l'avortement, qu'il faudrait par exemple inscrire dans la Constitution ? Alors déjà, il faudrait installer en effet le droit à avorter dans la Constitution française, mais aussi le garantir au niveau européen. Parce que ça fait partie des droits fondamentaux. Et c'est ce dont je parlais sur une Europe sociale, mais c'est aussi une Europe politique. Et l'Europe politique, c'est des communs, des valeurs communes. Dans ces valeurs communes, il y a le fait que les femmes puissent disposer de leur corps. L'IVG fait partie de ces valeurs communes. Et on ne peut pas laisser l'extrême droite grignoter les droits humains. Et on le voit sur l'IVG, mais on le voit sur les droits des personnes LGBTQIA+. Et on le voit d'une manière générale, les droits humains, les droits d'association, les droits de manifester, les droits, le respect des personnes diminuent, reculent dans bien des pays d'Europe. Et ça, pour moi, l'Europe a cette force-là, a eu cette force-là, que de garantir ses droits. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont attaqués et pour moi, une des missions des élections européennes, ça va être de réinstaller ces droits. En fait, pour agir là-dessus, il y a plusieurs possibilités. Il y a déjà la possibilité de le mettre dans les traités. Il y a aussi la possibilité d'avoir recours à la Cour de justice européenne et de faire des jurisprudences qui permettent qui protègent en fait les femmes de tous les pays d'Europe. Et ça, aujourd'hui, la Cour de justice européenne ne permet pas complètement de protéger, puisque la preuve pour les Polonaises. Et donc, voilà, il faut trouver les moyens de faire en sorte que les femmes soient protégées, bien sûr. D'un point de vue des violences policières, donc, comparé à d'autres pays comme à l'Allemagne, la France a beaucoup plus de violences policières. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de violences policières en France ? Et ça, c'est un débat qui est quasi interdit en France, alors qu'on a un problème de doctrine du maintien de l'ordre et de violence exercée par la police. Quand je dis ça, j'incrimine pas les policiers, j'incrimine la politique qui est menée de maintien de l'ordre. Évidemment, certains policiers qui sont en dehors du droit, mais vraiment, et il faut qu'on se questionne sur la politique de maintien de l'ordre. On ne peut pas rester dans notre pays, dans l'état dans lequel nous sommes, avec un armement de plus en plus important des policiers, avec une escalade de la violence dans la police. On doit absolument adopter la formule qui a été adoptée dans plusieurs pays d'Europe, et notamment en Allemagne par exemple, qui est une politique de désescalade. Et la politique de désescalade n'est pas idéale, mais elle permet quand même de diminuer les blessés et les morts. Et là, en France, on a eu une police qui a été trop armée, notamment avec des armes de guerre, qui a trop fait usage de ces armes. On l'a vu sur les gilets jaunes, mais on l'a vu aussi sur tous les mouvements sociaux. Et troisième chose, on a une police qui est trop utilisée pour étouffer des mouvements sociaux, alors qu'elle devrait être là pour garantir la sécurité dans le cadre de ces mouvements sociaux. Et ça, pour moi, on a une dérive actuellement de l'usage de la police. Mais est-ce que si la police agit comme ça en France, c'est pas aussi parce que on est un pays d'Europe où la sécurité monte ? Non. Au moment où la politique de désescalade a été pensée en Allemagne ou en Angleterre, c'est des moments où il y avait des hooligans, où il y avait des mouvements néo-nazis qui usaient d'une violence extrême. Donc en fait, on n'est pas dans une situation différente, il n'y a pas une exception française. La seule exception française qu'il y a, c'est le fait qu'on regarde aujourd'hui les associations de défense des droits humains, je pense notamment à la LDH, comme des problèmes, qu'on n'entende plus les alertes qui viennent de l'ONU, des pays étrangers ou des associations internationales, qu'on les considère comme partisanes et adversaires de la France, alors même qu'elles garantissent les droits humains. Et ça, c'est un problème. Ça, on a fait une dérive là-dessus. Et là, c'est trop grave ce qui est en train de se passer. On doit absolument retrouver le bon sens sur la politique de maintien de l'ordre. Viande ou tofu ? Tofu. Progrès ou décroissance ?
Ça ne s'oppose pas, cher ami, mais décroissance. Nucléaire ou éolien? Éolien. Quelle question? Brexit ou Union européenne? Union européenne. Point médian ou écriture classique? Point médian. Vegan ou végétarien? VG pour l'instant. France ou Europe? Les deux. Capitalisme ou communisme? Ni l'un ni l'autre. 2 enfants ou 0 enfant? Un enfant. Poutine ou Zelensky? Zelensky. Le vote à 18 ans ou le vote à 16 ans? 16 ans. L'euro ou le franc? L'euro. Vote libre ou vote obligatoire? Vote libre. NUPES ou Europe Écologie Les Verts? Les deux. Maintenant, un peu plus du côté de l'énergie. Donc, en France, on est un des pays en Europe qui a la plus grosse échelle nucléaire. Pour rappel, donc, vous êtes chez Europe Écologie Les Verts, donc vous êtes plutôt contre le nucléaire. Et pourquoi? Sachant que c'est une des énergies qui produit quand même moins de CO2. Une centrale à charbon, c'est 1000 grammes de CO2 par kilowattheure. Et le nucléaire français, c'est 4 grammes. Par exemple, l'Allemagne, avec la fin des centrales nucléaires, a relancé le charbon. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça, c'est l'antienne traditionnelle et l'Allemagne et le charbon. L'Allemagne va sortir du charbon avant la France, là. Donc, en fait, on est vraiment dans quelque chose qui est de la pure idéologie, en fait. Et le nucléaire, c'est pas une énergie qui nous permet d'être autonome, contrairement à ce qu'on dit. Il n'y a pas d'uranium en France. Il faut qu'on se fournisse en uranium à l'étranger. Et par exemple, un des pays dans lesquels on se fournit en uranium, c'est le Niger. Et on voit bien qu'actuellement, il y a des tensions au Niger. Mais on est aussi dépendant de la Russie en matière de nucléaire et pour l'importation, mais aussi pour les déchets. Et donc, on ne peut pas présenter une énergie comme autonome, comme étant un axe d'autonomie de la France alors qu'elle ne permet pas l'autonomie. Aujourd'hui, les seules énergies qui permettent véritablement l'autonomie, c'est les énergies renouvelables. Et par ailleurs, là, on va manquer d'eau, on le voit déjà cet été, on manque cruellement d'eau, on va en manquer de plus en plus, on va entrer dans une période probablement d'instabilité. Je ne comprends pas qu'on investisse autant de milliards d'euros dans une énergie qui a absolument besoin et de stabilité et d'eau et surtout, ça nous empêche. En fait, le nucléaire nous empêche de penser la sobriété. Parce qu'à partir du moment où une centrale nucléaire fonctionne, eh bien finalement l'électricité est là, donc c'est facile. Et là, ce que l'on a à faire maintenant, c'est à penser la sobriété. C'est obligatoire. On ne fera pas de transition écologique, on ne fera pas de transformation écologique si on ne pense pas la sobriété. On doit diminuer nos besoins en énergie, on doit diminuer nos besoins en biens de consommation, on doit diminuer nos déchets, on doit diminuer là. En fait, on est vraiment dans un délire prométhéen qui nous laisse à penser qu'on pourrait dominer, qu'on pourrait trouver des solutions à tout, que la planète est infinie, qu'on va toujours être plus intelligent que tout le monde et trouver toutes les solutions. Non. Là, la planète est en situation de bascule. La planète continuera. Mais la question, c'est la survie de notre espèce. Serons-nous l'espèce, nous, qui aurons l'intelligence de nous sauver nous-mêmes, en fait? C'est ça la question. Aujourd'hui, tous les signaux nous disent qu'on serait la première espèce à accepter finalement notre propre disparition pour ne pas changer nos modes de vie. Toutes les espèces s'adaptent. Quand il y a un problème de danger pour la reproduction de l'espèce, toutes les espèces ont des stratégies pour survivre. Nous, on serait les seuls qui, parce que nous préférons nos biens de consommation à la vie de nos enfants, eh bien, nous accepterions finalement la finitude de notre espèce. Ça, c'est incroyable. Et c'est preuve d'une bêtise collective, mais incroyable. Et aujourd'hui, ce n'est pas une perspective qui est dans 150 ans. Là, c'est une perspective qui devient de plus en plus présente et réelle. Et on le voit, il y a des pays qui, ont connu des situations d'incendie, des situations de température qui rendent la vie quasi impossible. Et on continue. Et pourtant, on le voit là, on le mesure, on sait. Donc, aurons-nous l'intelligence collective de changer? Mais vous parlez de réduction, mais est-ce que le nucléaire, ce n'est pas justement l'énergie qui permet le plus facilement et le plus rapidement de réduire l'utilisation des autres énergies qui polluent énormément? Non, le nucléaire est juste une manière d'avoir de l'électricité abondante en étant non autonome. Et le nucléaire
produit des déchets, le nucléaire a besoin d'eau, le nucléaire, c'est pas une solution magique le nucléaire. On le présente comme une solution magique, mais ce n'est pas une solution magique. Donc aujourd'hui, vraiment, mettons l'accent sur la diminution et faisons en sorte que l'énergie renouvelable se développe de manière massive.